السلام عليكم الزول في الاول، الحمد لله راكم بخير. جمعة مباركة للجميعين ان شاء الله. اليوم نهضروا على المشكل بين فلسطينيين وتل ابيب. شفتوا وصرا الايام اللي فاتوا، تل ابيب صدمت على دوحة في قطر، و اليوم ما على بالناش واش نديروا مع هذا المشكل تاع تل ابيب وهذا المجرم تاع بنيامين نتنياهو. هذا المشكل من 1948. Le problème qu'il y a aujourd'hui entre la Palestine et Tel Aviv, ce problème qui dure depuis 1988 et qui a été aggravé avec ce premier ministre génocidaire de Benjamin Netanyahou, on a l'impression que les Palestiniens et tous les pays qui soutiennent la cause palestinienne, à la tête desquels l'Algérie ou d'autres pays arabes, musulmans, africains, on a l'impression qu'il y a un sentiment d'impuissance, surtout avec cette attaque barbare, illégale, en violation du droit international, qui a été perpétrée par Tel Aviv contre Doha, où se trouve une délégation, la délégation politique du Hamas. Et comme vous le savez, depuis un certain temps, il y avait des négociations à Doha entre les représentants du Hamas et de Tel Aviv pour essayer de trouver une solution, notamment la mise en place d'une trêve à Gaza. Gaza qui fait l'objet d'un véritable génocide depuis octobre 2023. Maintenant, c'est la famine. On veut déplacer les 2 millions de personnes, on veut les envoyer au Soudan. Bref, c'est un véritable cataclysme à l'égard duquel nous affichons tous comme nous sommes une impuissance affligeante. Alors, de deux choses l'une, ou bien on considère que l'Algérie, qui est notre pays, peut jouer un rôle au-delà de tout populisme. Encore une fois, Sha'bawiya, ça suffit. Sha'bawiya, باللغة الفرنسية, populisme. Ça suffit, Sha'bawiya. Vous savez, on passe notre temps à dire qu'on est une grande puissance, on est le meilleur du monde, on est le plus grand pays d'Afrique, etc., etc. Mais, vous savez, la puissance, elle se reflète, elle se révèle au travers de 3 symboles. Symbole l'oul, الرمز الأول تاع القوة هو الجواز السفر. Vous savez qu'on est au même niveau que le Mali, au niveau de la puissance de notre passeport algérien. On est classé 34e en Afrique sur 55 pays. Donc, le passeport, c'est le premier symbole de la puissance. Le deuxième symbole de la puissance, c'est la convertibilité de notre monnaie. Est-ce qu'on peut aujourd'hui changer des dinars avec des euros, avec des dollars, avec des yens? Non, on ne peut pas. Donc notre passeport est très faible, notre monnaie n'est pas convertible, elle est très faible. Et le troisième symbole de la puissance, c'est l'arme nucléaire. Est-ce que l'Algérie détient l'arme nucléaire? La réponse est non. Il y a des pays faibles qui détiennent l'arme nucléaire, par exemple la Corée du Nord. Corée الشمالية عندها النووي، احنا ما عندناش النووي. Et je crois que le problème vient de là. L'Algérie, dont on souhaite qu'à l'avenir, elle devienne une véritable puissance nucléaire, et j'insiste sur le mot nucléaire, car on a beau dépenser 25 milliards de dollars par an dans l'armement militaire, ça ne sert à rien face à un Premier ministre génocidaire comme Benjamin Netanyahou qui ne respecte que la force. Est-ce que vous avez déjà vu Benjamin Netanyahou attaquer la Corée du Nord? Non, jamais, parce qu'il sait que la Corée du Nord va riposter. Est-ce que vous avez vu Benjamin Netanyahou, le génocidaire, attaquer le Pakistan? Non, car il sait que le Pakistan peut riposter, car le Pakistan a l'arme nucléaire et l'Algérie n'a pas l'arme nucléaire. Donc j'ai voulu introduire cette vidéo pour vous dire ça suffit le populisme. بركنا من الشعبوية. مادام ما عندناش القوة النووية، مادام ما عندناش جواز السفر اللي نقدروا نزوروا العالم بدون فيزا، ومادام ما عندناش
دينار اللي يقدروا نصرفوه بالاورو ولا بالدولار ولا بالين ما عندناش القوه. عندنا الشعبويه ولكن ما عندناش القوه. On a du populisme de puissance, mais nous n'avons pas une puissance réelle. Ceci étant dit, maintenant, nous allons parler donc de cette affaire palestinienne qui nous tient beaucoup à cœur, car nous nous retrouvons dans la cause palestinienne, notamment nos moudjahidettes, nos moudjahidines et nos shuhada Rabbi yarhamhum qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions avoir un passeport, un drapeau, une monnaie et une armée qui puisse nous protéger. Les Palestiniens n'arrivent plus. Pourquoi? Car à l'époque où l'Algérie a réussi cet exploit de dégager le colonialisme français, nous étions dans une ambiance décoloniale. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette ambiance décoloniale. Et je vous fais le pari, si le combat révolutionnaire de nos glorieux martyrs s'était déroulé aujourd'hui, vous savez qu'on n'aurait jamais obtenu l'indépendance. Car l'environnement géopolitique a changé. Et c'est la raison pour laquelle les Palestiniens n'y arrivent pas. Car l'environnement a changé. Alors parlons-en. Vous avez vu que récemment, Washington a refusé à une délégation palestinienne de 80 membres de se rendre à New York à l'Assemblée générale des Nations unies. Vous avez entendu parler de cette affaire. Washington a refusé d'accorder des visas à une délégation de 80 Palestiniens qui appartiennent à l'autorité palestinienne. Il n'appartient pas au Hamas, à l'autorité palestinienne. Donc, la délégation palestinienne de l'autorité palestinienne ne pourra pas se rendre à l'Assemblée générale des Nations unies qui se trouve à New York, aux États-Unis d'Amérique. C'est triste. Alors l'Algérie, vous savez, fait partie des membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies jusqu'au 31 décembre 2025. Ça fera 2 ans, le 31 décembre 2025. Mais après le 31 décembre 2025, on sera invité à quitter les lieux. Et quel sera le bilan de ces 2 années de présence au Conseil de sécurité des Nations unies? Est-ce que l'Algérie, la diplomatie algérienne, a pu contacter le président Trump ou le secrétaire d'État Marco Rubio pour lui demander « Mais Monsieur Marco Rubio, vous ne respectez pas la légalité internationale. L'ONU, c'est une instance internationale protégée par le droit international, donc de droit, en tant que membre observateur des Nations unies, l'autorité palestinienne a le droit de se rendre à New York. » Est-ce que ça a été fait? Alors, je vais vous parler d'un précédent. 1974. 13 novembre 1974. Yasser Arafat, chef de l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, un mouvement non reconnu par les Nations unies. Il était même considéré à l'époque comme un terroriste. Figurez-vous que l'Algérie de 1974, à l'époque, il y avait Feu Houari Boumediene, et son ministre des Affaires étrangères était brillant. Je fais la distinction entre la qualité du ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui s'appelait Feu Abdelaziz Bouteflika, et celui qui est devenu plus tard, 25 ans plus tard, président de la République algérienne. Lors du premier et deuxième mandat, ça s'était très bien passé, mais malheureusement, le troisième et quatrième mandat, c'était une catastrophe, car il était entouré de prédateurs, de piranhas et de corrompus. C'est la raison pour laquelle il est sorti par la petite porte. Mais en sa qualité de ministre des Affaires étrangères de Feu Houari Boumediene, il a fait un travail formidable, car l'Algérie de 1974, c'était de la très haute diplomatie. L'Algérie de 1974 a réussi à inviter un homme qui était considéré comme un
terroriste palestinien, feu Yasser Arafat, pour prononcer un discours dans l'enceinte des Nations Unies à New York. Et à l'époque, on avait un vrai ministre des Affaires étrangères. Et lui discutait avec le secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères américain, Henry Kissinger, parce qu'il y avait un respect des États-Unis à l'égard de l'Algérie. Quand bien même, entre 1967 et 1973, c'est-à-dire un an avant cette Assemblée générale, la 29e Assemblée générale des Nations Unies, l'Algérie avait rompu les relations diplomatiques avec Washington. Pourquoi? Car les États-Unis avaient soutenu Tel Aviv pour bombarder, conquérir, coloniser la Palestine, le plateau du Golan syrien, le Sinaï égyptien. Il y avait des grands hommes, on avait des grands diplomates. Donc vous imaginez, l'Algérie a réussi à faire inviter. C'était la première fois depuis le pape Paul VI, si je ne m'abuse, que je vérifie pour pas que je vous dise de bêtises. Vous savez que je ne parle jamais sans preuve, vous êtes au courant. Donc est-ce que vous imaginez l'exploit de l'Algérie, qui non seulement a réussi à faire, voilà, c'était Paul VI en 1965. Donc non seulement la diplomatie algérienne a réussi à faire venir un homme considéré comme un terroriste palestinien pour prononcer un discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais l'Algérie, la diplomatie algérienne, a réussi à faire voter une résolution pour que l'OLP, donc l'Organisation de libération de la Palestine, que présidait feu Yasser Arafat, devienne un membre observateur des Nations Unies. C'était la grande Algérie. Moi, je ne parle pas de Jazer Qadima ou le Jazer Jadida. Nahda Jazer Kabira ou Jazer Saghira. Ça, c'est de la grande Algérie. Donc, le monde du 15 novembre 1974, discours de Yasser Arafat à l'ONU, l'accueil triomphal suscite consternation et colère en Israël. Bah oui, Tel Aviv Majboum Shelhal. Le discours prononcé mercredi 13 novembre par M. Yasser Arafat à l'ouverture du débat sur la Palestine à l'Assemblée générale des Nations Unies, donc présidée par l'Algérie, s'il vous plaît. M. Kemalioum, on est membre non permanent, invisible. Eh oui, donc a provoqué colère et consternation en Israël, où l'accueil réservé au président de l'OLP par la majorité des délégations à l'ONU a été très vivement ressenti. Ah, Rabbel Karim, ya. Le monde du 15 novembre 1974. Comme on dit, vous savez, quand je vois la médiocrité diplomatique d'aujourd'hui, j'ai envie de pleurer. Et donc, oui, comme je viens de vous le dire, on avait un grand ministre des Affaires étrangères. Vous savez, moi, je fais la différence. Je fais la différence entre le bilan extraordinaire en sa qualité de ministre des Affaires étrangères de feu Abdelaziz Bouteflika et le bilan catastrophique de son 3e et du 4e mandat à partir de 2009 jusqu'en 2019. Je fais la différence. Vous savez, j'ai fait des études d'histoire de philosophie et un des principes importants de la philosophie, c'est faire des distinctions. On ne met pas tout le monde dans le même sac. Un individu, c'est pas ou tout blanc ou tout noir. Il y a des zones grises. Et le gris, c'est un art. Ça s'appelle l'honnêteté intellectuelle. Ça manque en Algérie. Quand on voit la catastrophe du populisme en Algérie, surtout dans les médias algériens, ou là, chez les partis politiques algériens, on a envie de pleurer. Donc, l'Assemblée générale des Nations Unies, elle ne s'est pas trompée. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Le 15 octobre 2021, l'Assemblée générale de l'ONU a rendu hommage à son ancien président, Abdelaziz Bouteflika, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères. Et qu'est-ce qu'ils disent dans ce communiqué? C'est moumelé. L'Assemblée générale des Nations Unies a rendu hommage jeudi, donc 15 octobre 2021, à l'ancien chef de l'État algérien Abdelaziz Bouteflika, décédé le mois dernier,
donc à l'époque c'est en septembre, qui avait été le 29e président de l'Assemblée générale des Nations Unies entre 1974 et 75. Ben oui, quand l'Algérie était présidente de l'Assemblée générale 74-75, elle a laissé une empreinte. Mais là, vous croyez qu'on va laisser une empreinte? Pendant les 2 années, on était membre non permanent du Conseil de sécurité. Quelle empreinte? Zéro. On va finir notre 2e année au Conseil de sécurité avec un refus des États-Unis d'accorder un visa à la délégation palestinienne, alors que l'autorité palestinienne n'est pas considérée comme terroriste. C'est le Hamas qui est considéré comme terroriste. Vous imaginez la différence qu'il y a entre aujourd'hui et 74, il y a 51 ans, on n'avait que 12 ans d'indépendance. 12 ans après l'indépendance, on a réussi à faire venir à l'ONU un homme considéré comme un terroriste, et 51 ans après, on n'arrive même pas à faire venir une délégation palestinienne considérée comme légale, légitime et pacifique. Vous avez vu la déflagration de la diplomatie algérienne. La déflagration. Que dit le communiqué de l'Assemblée générale du 15 octobre 2021? Beaucoup se souviendront en 74. M. Bouteflika avait invité le dirigeant palestinien Yasser Arafat à prononcer un discours devant l'Assemblée générale. Il a également joué un rôle central dans le mouvement des non-alignés et on se souviendra de sa position ferme à l'égard de l'apartheid en Afrique du Sud, dont le statut de membre a été suspendu sous la présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies, la présidence algérienne. Donc vous imaginez, non seulement l'Algérie en 1974 a fait venir à l'ONU un homme considéré comme un terroriste par la communauté internationale. Vous savez, ce jour-là, il avait même un pistolet sur lui. Mais en plus de ça, l'Algérie a réussi à faire exclure le régime de l'apartheid de l'Afrique du Sud de l'ONU. Ya Rabbel Karim. Ça, c'est l'Algérie qu'on aime. L'Algérie qui est grande, qui est fière, qui a des principes et que tout le monde respecte. Aujourd'hui, qui nous respecte? Même le Mali, notre voisin, là, on est classé au même niveau que lui pour la valeur du passeport, 34e en Afrique. Il a porté plainte contre nous à la Cour internationale de justice. Vous croyez qu'en 1974, le Mali aurait osé déposer plainte contre l'Algérie? Ya Rabbel Karim, warraki la diplomatie algérienne, warrakum az-zu'ama, warrakum. Et en 1974, vous savez ce qui s'est passé? Avril 1974. Le président Feu Houari Boumediene a prononcé un discours historique sur le nouvel ordre économique mondial. Ya Rabbel Karim, ya Lyoum al-Jumu'ah. Donc vous imaginez en un an ce qu'a fait l'Algérie? Discours historique sur le nouvel ordre économique mondial. Faire inviter Yasser Arafat et faire accepter à l'ONU l'OLP qu'il dirigeait comme membre observateur des Nations Unies. Et troisième chose, l'Algérie a réussi à faire exclure l'apartheid. Le régime de l'apartheid de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, on a fait quoi? Qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on reçoit des plaintes du Mali et on a l'Espagne qui nous traite d'importer de la drogue et d'exporter des êtres humains, des haragas. La déflagration. Alors, Raïs Meskin, oui, il fait ce qu'il peut, le président. Il a fait un magnifique discours lors de la foire intra-africaine du commerce du 4 au 10 septembre, où il a eu un discours de vérité sur l'absence de commerce intra-africain. 15%, ça n'a pas bougé depuis 2018. On était à 15% en 2018, on est toujours à 15%. Donc il a dit des mots vrais. Il n'a pas fait de populisme comme les médias algériens ou hacha li ma yastahlouch, ou comme les hommes politiques algériens ou hacha li ma yastahlouch. Mais il est mal entouré, le président. Regardez, il a cru bien faire, le président Sir Abdelmajid Tebboune, en nommant en 2023 M. Ahmed Attaf comme ministre des Affaires étrangères à la place de
celui qui dormait lors de la conférence à Doha. Ramtan Ramamra, vous savez que Ramtan Ramamra a dormi en pleine conférence du président algérien à Doha, vous imaginez? J'avais fait 9 vidéos, j'ai dit comment un ministre des Affaires étrangères peut s'endormir en pleine conférence devant les médias du monde entier. Donc le président algérien, il s'était souvenu qu'Ahmed Attaf, à l'époque, c'était un bon ministre des Affaires étrangères sous la présidence de Yamin Zaroual. Ouais, c'était en 95-96. Bon, après, bon, il a été nommé en 2003-2004 ambassadeur d'Algérie à Londres. Bon, il n'a pas trop brillé, mais quand même. Vous vous souvenez, 2003, il n'a pas empêché Tony Blair de bombarder l'Irak en 2003, vous vous en souvenez? Avec les Américains, ils ont bombardé l'Irak. Il n'y a que la France qui s'était opposée à l'époque. Il y avait Jacques Chirac, il y avait un grand président. À l'époque, Dominique de Villepin, en tant que ministre des Affaires étrangères, était aussi un grand ministre des Affaires étrangères. Bah, où il était ambassadeur à Maqader Diroualo. Alors, après, le chômage, 19 ans au chômage, mais 2023. Donc voilà, le président algérien, il a eu pitié pour lui, il a dit, bon, je vais l'enlever du chômage, Ah oui, le président algérien, il est gentil, il est généreux, il est bienveillant, mais vous avez vu la catastrophe. Il a cautionné la prolongation d'un contrat avec une société indonésienne qui est considérée comme la mafia du pétrole et du gaz en Indonésie, qu'on appelle Pertamina. 17 milliards de dollars de surfacturation. Donc ce ministre-là, il est incapable, je dis bien incapable, d'empêcher les Américains de refuser des visas à la délégation palestinienne. Incapable. Parce qu'il n'a pas de réseau. Vous savez, quand on est 19 ans au chômage, on ne connaît personne. On ne connaît ni le président américain, ni le secrétaire d'État américain. On ne connaît pas les premiers ministres britanniques ou le chancelier allemand. Il ne connaît personne. La 19 ans au chômage. Qu'est-ce qu'on fait quand on est au chômage? Je ne sais pas, mais on s'occupe de sa famille, c'est très très bien. Il n'a même pas été enseignant. Au moins qu'on qarra. Au moins qu'on qarra nas في الجامعة الجزائرية ولا الأمريكانية ولا الألمانية ولا الطليانية. والو كان قاعد يستنى في التليفون يصوني. واليوم شوفوا. Pourtant, on est membre non permanent du Conseil de sécurité. Normalement, on a du poids, l'Algérie a du poids. Elle peut dire aux États-Unis, quand même, l'ONU, c'est quand même le siège des Nations Unies, vous n'avez pas le droit d'empêcher des Palestiniens reconnus légalement, légitimement, et en plus c'est des pacifistes, pour venir prononcer un discours aux Nations Unies, surtout que un des thèmes majeurs de cette Assemblée Générale, c'est la Palestine. Vous savez qu'il y a 17 pays qui vont reconnaître, 17 pays supplémentaires qui vont reconnaître l'État palestinien, parmi lesquels l'Angleterre, le Canada, l'Australie, la France. Donc normalement c'est facile à convaincre. Et non. Il n'est pas au niveau. Il y a une erreur de casting. Erreur de casting. Alors en plus, il n'a même pas la décence, il n'a même pas la noblesse de démissionner pour laisser sa place à des gens qui ont un peu de carrure, un peu de réseau, un peu de sens diplomatique. Ah, tout le monde ne peut pas être ministre des Affaires étrangères. Hein. Ben oui, tout le monde ne peut pas être comme feu Abdelaziz Bouteflika lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères. Lui, il avait un vrai carnet d'adresses. Lui, il sillonnait le monde. Ouais. Pourtant, c'est facile. Hein. Il y a un mandat d'arrêt contre le génocidaire Netanyahou. C'est facile, pourtant, de convaincre les Américains pour leur dire quand même, accepter que les Palestiniens viennent. Regardez, la Cour pénale internationale a délivré un mandat d'arrêt contre le génocidaire Netanyahou, son ministre de la Défense, et un des membres du Hamas qui a été tué depuis. Rabbi yarhamou. Voilà, il y a Netanyahou, Galan et Monsieur Daïf, le Palestinien. Ça, c'est document de l'ONU. Mandat d'arrêt de la CPI, Cour pénale internationale, contre des dirigeants d'Israël et du Hamas. Quelle est la prochaine étape? Oui, parce que Tel Aviv, dans la totale impunité, elle tue qui elle veut. En Iran, au Qatar,
Elle a bombardé la flottille qui devait aller en Palestine à Tunis. Et la prochaine cible, ça va être qui? Ça va être l'Algérie. Même elle est capable même de bombarder le Maroc, parce que le Maroc pense que ils vont être protégés par Tel Aviv. Regardez, ils avaient d'excellentes relations avec le Qatar, ils ont bombardé le Qatar. Donc demain, ne soyez pas étonnés que Tel Aviv va bombarder Ribat ou Darbeda. Mais ne vous faites aucune illusion. Un génocidaire n'a pas d'amis, c'est un criminel. C'est un criminel. Vous avez vu la liberté de ton que j'ai? Vous avez vu? Moi, je critique tout le monde, mais avec des preuves. Je ne protège personne, ni les médiocres, ni les corrompus, ni la 5e colonne en Algérie, ni l'État colonial français, ni l'administration américaine qui laisse faire ce génocidaire, massacrer plus de 65 000 Palestiniens et transformer tout un peuple, le plonger dans la famine. Vous avez vu la liberté que j'ai? Je suis un homme libre, un حر. ما نستعرف حتى واحد اللي خسر بلادنا ولا اللي زيكزاغي مع لي برانسيب. فهمتوني؟ سي سا ما فيلوزوفي. هذه التربيه اللي الحمد لله والديا ربي يرحمهم مدوها لي ومدوها لخواتاتي وخوتي. Vous avez vu la différence entre un homme libre qui a des principes avec un vendu qui vend son pays ou alors qui est incompétent. Alors revenons à cette attaque criminelle du génocidaire Netanyahou au Qatar. Non seulement il a attaqué, il a bombardé, paraît-il, une délégation politique de Hamas. Donc, des gens avec qui, normalement, il y avait des discussions. Vous vous en souvenez, le Qatar s'était proposé d'être intermédiaire entre le Hamas et Tel Aviv, notamment pour la libération des otages d'un côté, les otages donc de Tel Aviv qui étaient à Gaza, et la mise en place d'une trêve pour que enfin la population de Gaza puisse respirer. Respirer, ça va faire 2 ans de guerre et de bombardement et de famine. Mais non seulement ce génocidaire a attaqué, mais il a donné un ordre au Qatar d'expulser ou de juger ce qu'il appelle lui les terroristes sur son sol. Ah, ça ne l'embêtait pas de discuter avec eux pour négocier les échanges de prisonniers. Et tout d'un coup, c'est devenu des terroristes pour lui. Incroyable, hein? L'impunité totale. Il dit, wesh yabghi. Yani huwa Pharaon jdid. Incroyable, hein? Vous imaginez? Et comme il savait qu'à l'ONU, il allait y avoir une réunion pour reconnaître l'État palestinien, enfin, je vous rappelle que c'est le 15 novembre 88 à Alger que le Conseil national palestinien a décrété la naissance de l'État palestinien. Eh oui, on avait une diplomatie, même au temps de Feu Shadi Ben Jadid. Et كانوا عندنا الزعماء يا ربي الكريم. 74, l'ONU 88, 14 ans après. في الجزائر عاصمة اللي قالوا باللي دوكا كاين الدولة فلسطينية وشكون البلاد الأولى اللي استعرفت بالدولة تاع فلسطين هي الجزائر في 1988. واليوم الدبلوماسية تاعنا عيانة، عندنا وزير عيان خرج من الشوماج مسكين. Ça fait mal, hein? Non, c'est pas mal. Et puis en plus, ce qui est marrant, c'est que j'entends des gens qui connaissent pas l'histoire de la diplomatie algérienne dire « Mais Rachid, comment tu peux dire des choses si impolies à l'égard du ministre des Affaires étrangères algérien ?» Mais je suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Moi, je défends l'Algérie. J'ai une très haute idée de l'Algérie et de la diplomatie algérienne, car je sais ce qu'ont fait les anciens. Mais oui, je suis historien, vous le savez. Donc moi, je compare la diplomatie à des périodes différentes. Je suis pas un béni oui-oui, ou là, واحد شعباوي, oh oui, الجزائر ما شاء الله, واش من الجزائر؟ الجزائر واه بصح الدبلوماسيه الجزائريه راهي هاك خطيره, راهي في الحدوره, تعرف شنو الحدوره ولا لا؟ sur la pente de la médiocrité et de l'absence de courage. Mais je ne peux pas cautionner une diplomatie médiocre
et couarde, c'est-à-dire qui manque de courage. Vous avez entendu un communiqué de la diplomatie algérienne qui dénonce l'attitude de Washington qui a refusé des visas à l'autorité palestinienne? Normalement, on dénonce. Il faut dénoncer. Vous êtes au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent. Il faut dénoncer. Il faut condamner. Vous avez vu? Pourtant, j'ai des liens avec les États-Unis. Vous savez, ma femme est américaine, mon fils est américain, mais je suis un homme libre. حر. شفتوا فرق بين واحد حر وواحد اللي ماهوش حر. Je suis un homme libre, يا جماعة الخير. Moi, je dis les choses. Vous avez vu, je le dis publiquement. Je dénonce et je condamne l'attitude de Washington qui a refusé d'accorder des visas à la délégation palestinienne qui devait se rendre au siège des Nations Unies pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous voyez, c'est clair, c'est limpide, il n'y a pas de zigzag. Ça s'appelle avoir des principes. هذه هي الوطنية. حنايا نشدوا في القضية الفلسطينية لازم الخطاب تاعنا يكون صحيح وواقع. Mais nous, on a des diplomates de troisième catégorie, allez, on va dire des réservistes. Vous savez, au football, il y a, comme à l'époque, on appelait ça la première division, deuxième division, et après, il y a les réservistes. Avant, la diplomatie algérienne, elle était en première division. Elle était en Ligue 1. Donc là, on a une diplomatie de réservistes. Réservistes. Voilà. Alors, Netanyahou, le génocidaire, il n'y aura pas d'État palestinien. Cet endroit nous appartient. Proche-Orient, il n'y aura pas d'État palestinien. Cet endroit nous appartient. Oui, hein? Déclare Benjamin Netanyahou lors d'un déplacement en Cisjordanie. En plus, Galha fait le Palestine. Mais c'est incroyable. Est-ce que tu aimes nous? Ou diplomatie الجزائر واش راهي دير؟ تفرج. Vous vous rendez compte? قال لك il n'y aura pas d'État palestinien cet endroit, c'est-à-dire الأرض تاعنا راه يقول. حنايا نديروا بيانات وحنا رانا مع الفلسطين مظلوم ولا ظالم ولا مظلوم. وي ونتنياهو يلعب بينا يعطاكي وين يبغي يعطاكي ايران يعطاكي دوحه يعطاكي الفلسطينيين يقول ترامب ما تعطيش الفيزا الفلسطينيين باه يروحوا لنيويورك. رانا رايحين وين ils sont les principes. Où sont les principes? Ils sont où les principes? Moi j'ai cru qu'on avait des principes. Non? Alors, vous connaissez nos amis américains qui, je vous rappelle, possèdent 30% du pétrole algérien. 10, 20, 30. 30% dans le bassin de Hassi Barkin. Anadarko, racheté par Occidental, possède 30% du pétrole algérien avec Carlyle. Vous savez que Carlyle est actionnaire minoritaire de la société espagnole Cepsa. Cepsa possède 120 000 barils jour équivalent pétrole, 120 000 barils. Donc c'est à peu près la moitié pour les Américains Carlyle. Donc on va dire, allez, on va être gentil, on va être 50 000 plus 260 000 de Occidental à Hassi Barkin, ça fait 310 000 barils jour et la production algérienne c'est autour de 900 000. Donc c'est-à-dire que 30% du pétrole algérien appartient aux Américains. Et on n'est pas capable de demander aux Américains des visas pour la délégation palestinienne. Ok, alors, je vais y revenir. Hein. La frappe d'Israël au Qatar, vivement critiquée à l'international et par les États-Unis. Vous connaissez les Américains, ils n'ont pas d'amis. Les Américains n'ont pas d'amis. Les Américains ont un seul allié, Wahad Bark. Ça s'appelle Tel Aviv. Personne d'autre, ni Paris, ni Londres, ni Berlin, ni Riyad, ni Doha, ni Dubaï. Personne. Les Américains دخلوها مليح في راس تاعكم عندهم صديق واحد برك يسموه تل أفيف. Personne d'autre. Donc les Marocains مساكن اللي داروا اتفاقيات باش يستعرفوا بتل أفيف راكم تعيوا في روحكم. النهار اللي يمدور vous allez être bombardés comme tout le monde, comme les Iraniens, comme les Qataris.
كيف لوجي على ميم انسيان. وحبابنا تاع الجزائر اللي حاسبين باللي كيعطوا كادوات الامريكان شويه بترول شويه غاز شويه غاز صخري باللي الامريكان تعاونكم راكم تعيوا في روحكم. جامي les américains ne respecteront qui que ce soit sauf تل أبيب. دخلوها مليح في الراس تاعكم هنا وهنا وهنا pour pas vous faire d'illusions. Donc, paraît-il, la frappe de Tel Aviv au Qatar a été vivement critiquée à l'international. Au Galec, les États-Unis ont pris leur distance. Ça s'appelle de la manipulation. Il n'y a ni distance ni rien. Les deux, c'est des frères jumeaux, frères siamois. T'as vu les frères siamois? Entre Tel Aviv et Washington, il n'y a même pas un cheveu qui passe. Il n'y a pas un cheveu qui passe. Ok? C'est pour ça que cette affaire est très intéressante. Et il faut l'analyser très calmement. Alors, يقولوا باللي الرئيس تاع امريكا il est très mal à l'aise. ما ولا mal à l'aise لا والو، راه يلعب اللعب تاعو بياس دو تياتر بالصراحيه. يدير في خدمته. وحنا رانا نديرو في خدمتنا ولا لا؟ هو راه يدير في خدمته، هو راه يعاون في تل ابيب، يعاون في صاحبه وحبيبه نتنياهو، عادي نورمال. وحنايا شكون حبابنا؟ احنا نبغوا ندبزو مع المالي مع النيجير مع المغرب مع ليبيا نيفو با. تعرفوا النيفو با؟ نيفو très bas. Petite parenthèse, en 74, l'Algérie, présidente. Ça vous rappelle quelque chose, le club des 77 ou la comité 77? On était le chef de file de 77 pays. C'est bah c'est bien de là. On a debzin مع المغرب مع ليبيا مع شكون مع النيجر مع بوركينا فاسو مع المالي. C'est-à-dire c'est la déflagration de la stratégie diplomatique algérienne. C'est pour ça qu'on est respecté par très très peu de pays. La preuve, on n'est même pas capable d'appeler au téléphone Trump pour dire quand même, vous avez 30% du pétrole algérien, vous pouvez donner des visas aux Palestiniens, surtout que c'est pas le Hamas, c'est l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas, شحال في عمره؟ شحال قريب 90 سنة. عطيلو هذا au moins محمود عباس واحد عطيلو شوية فيزا. Même ça, on n'est même pas capable de le faire. Lamentable. Alors, ce qui est intéressant dans l'affaire de l'attaque barbare de Tel Aviv au Qatar, c'est qu'au Qatar, il y a la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient. La plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient se trouve au Qatar. Comment vous appelez ça? Al-Udeid. C'est la plus grande base américaine au Moyen-Orient. Regardez, j'ai pris un article espagnol. Qatar, c'est le bastion aérien des États-Unis au Moyen-Orient. C'est la base. C'est à partir du Qatar que les Américains surveillent et font semblant de garantir la sécurité de tous les pays alliés du Golfe. Et pourtant, le génocidaire Netanyahou a bombardé Doha, où il y a la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient. Plus de 10 000 soldats américains. Donc, nos frères marocains, vous pouvez toujours rêver sur l'alliance avec Tel Aviv ou la Washington. Là, comme nos mots. Vous rêvez. Et ceux en Algérie qui pensent qu'en faisant des cadeaux à Washington, vous allez être protégés, vous rêvez aussi. Voici la preuve. L'affaire de l'attaque barbare de Tel Aviv à Doha au Qatar démontre que personne n'est l'allié de Tel Aviv et personne n'est l'allié de Washington, sauf Tel Aviv. Le reste, ce sont les dindons de la farce. Les dindons de la farce. Donc vous imaginez, la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient se trouve au Qatar et Tel Aviv a bombardé. Incroyable. Et bien sûr, les Américains n'ont rien fait. Il n'y a ni protection du ciel, ni protection de la ville, ni aucune protection. Et pourtant, regardez, hein, il y a du sacré matériel. Hein. Il y a du sacré matériel. Donc les forces américaines disposent, écoutez-moi bien, un centre d'opération aérienne combiné
pour surveiller l'espace aérien de la zone. Un escadron de 6 bombardiers B-52H. Waouh! Un escadron d'avions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ISR, composé de 4 avions RC-135 Rivet Joint. Un autre escadron d'avions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance composé de 4 avions E-8C J-Stars. Un escadron de ravitaillement avec 24 avions KC-135 RT Star Tanker. Un autre escadron d'avions de transport composé de 4 C-17A Globemasters et de 4 C-130 HJ Hercule. Waouh! 2 batteries de défense aérienne anti-missiles PAC de 3 Patriotes. Normalement, avec ça, personne ne peut attaquer le Qatar, voyons. Et une équipe de neutralisation des explosifs et munitions. Waouh! Mais écoutez, avec tout ça et 10 000 hommes, les États-Unis d'Amérique, Washington, je vous ai dit, je connais bien les Américains. Vous savez, j'ai fait un livre avec l'ancien président américain Bill Clinton et l'ancien secrétaire d'État américain Anthony Blinken était un ami que je connais depuis 1998. Il m'a toujours dit, écoute Rachid, on est amis, mais les intérêts de l'Amérique avant tout. On est amis, mais l'intérêt des États-Unis avant tout. Donc vous avez vu tout ça là? Ça, c'est pas pour protéger le Qatar ni les pays du Moyen-Orient, c'est uniquement pour protéger Tel Aviv. Donc voici la base d'Al Udeid américaine au Qatar, regardez, qui n'a pas bougé 1 millimètre pour protéger Doha, ni le Qatar. Pourtant, il y a des milliards de dollars qui ont été donnés par le Qatar. Vous voyez la base? C'est ça la base. Voilà. La base américaine au Qatar. Al Udeid. Alors, vous avez suivi ce qui s'est passé au mois de mai. Au mois de mai, il n'y a pas longtemps. Le mois de septembre, août, juillet, juin, mai. 4 mois. Trump signe avec le Qatar un accord censé générer des échanges économiques d'au moins 1200 milliards de dollars. 1200 milliards de dollars, regardez. Donc le Qatar, mesquine, l'émir du Qatar, ni mesquine. Vous savez, il n'y a que 350 000 Qataris, même pas, sur une population de 2 millions d'habitants. Ils sont minoritaires dans leur propre pays. Donc il a cru l'émir du Qatar, ni mesquine, qu'en garantissant 1200 milliards de dollars d'échanges économiques avec l'Amérique, il allait être protégé. Et il va dire, oh, je suis tranquille maintenant, je peux dormir tranquille, personne ne va m'attaquer, ni Téhéran, ni Tel Aviv, ni Riyad, ni Poutine. Je vais être à l'aise. Allez, je fais un petit chèque, 1200 milliards, oui, t'hanna. كان ينوم كيما المغاربه راهم ينوموا كيما الجزائريين راهم ينوموا كيما المصريين راهم ينوموا كيما السعوديين راهم ينوموا. Les Américains n'ont qu'un seul allié, c'est Tel Aviv et personne d'autre. Donc lui, bien sûr, il va recevoir les chèques, il va pas dire non, mais comme dirait l'ancien président français Jacques Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Le président américain, si l'émir du Qatar croit qu'il va être protégé, tant pis pour lui. Hein. Ça n'engage que lui, ça n'engage pas le président américain. Alors, que nous disent ces accords? Extraordinaire. Hein. Donc, 1200 milliards de dollars. Waouh! Alors, écoutez-moi bien, c'est très intéressant. Parmi ces contrats figure un accord annoncé avec Boeing prévoyant la fourniture à Qatar Airways d'avions 787 Dreamliner et 777X équipés de moteurs produits Tatati. Ok. La valeur de cet accord s'élèverait à 96 milliards de dollars, donc rien que pour les avions, 96 milliards de dollars, et inclurait jusqu'à 210 appareils fabriqués aux États-Unis. Donc ça c'est bien pour l'économie américaine. Alors sinon, le groupe qatari Al-Rabban Capital investira aussi 1 milliard de dollars dans les technologies quantiques de pointe et le développement des compétences aux États-Unis. Oui, distribuer de l'argent, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une entreprise, par exemple, General Atomics a conclu un accord distinct de 2 milliards de dollars portant sur la vente de drones de surveillance MQ-9B
Sky Guardian. Alors, ils ont fait quoi ces drones de surveillance? Puisqu'apparemment, Tel Aviv, pourtant, il y a plus de 1000 km entre Tel Aviv et Doha. Il faut traverser ou bien toute la Syrie, l'Irak pour arriver à Doha, ou bien traverser le territoire saoudien pour arriver à Doha. Donc, pendant ces 1000 km, il n'y a personne qui a arrêté cette opération barbare de Tel Aviv. 1000 km, c'est long, hein, 1000 km. On a le temps de surveiller, de voir. C'est un peu comme la marine nationale algérienne. Elle peut surveiller tous les bontés qui partent en Espagne, mais quand on ferme les yeux, on ne peut pas. Ils ont fait pareil. Les Syriens, les Irakiens ou là, les Saoudiens, ils ont fermé les yeux. Ils ont vu l'opération barbare de Netanyahou de Tel Aviv à Doha, et tout le monde a fermé les yeux. Même les appareils, les drones, tout le monde a fermé les yeux. Les Américains ont fermé les yeux, les Saoudiens ont fermé les yeux, les Syriens ont fermé les yeux, les Irakiens ont fermé les yeux. Khadda'in. Alors, donc, ça a été dans toute la presse, 1200 milliards de dollars. Les États-Unis révèlent en détail des accords conclus avec le Qatar. Vous voyez? Et ils pensent que la sécurité, ça s'achète. Non, ça suffit pas. Il faut avoir une stratégie. Alors, écoutez-moi bien. Non, mais c'est nia, vous savez, c'est de la naïveté. La naïveté. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de beau? Une déclaration d'intention tendant à renforcer le partenariat de sécurité, décrivant plus de 38 milliards d'investissements potentiels, y compris un soutien au partage des charges à la base aérienne d'Al-Hudayd. Donc, le Qatar a même promis d'investir 10 milliards de dollars dans la fameuse base aérienne d'Al-Hudayd. 10 milliards de dollars. Mais ça ne servira à rien du tout. Parce que quand on veut fermer les yeux, personne ne vous protège. Je vous avais déjà dit que l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy avait reçu quelques mois avant un coup d'État au Togo, le président du Togo, Olympio, monsieur Sylvanus Olympio. Il avait été reçu, le président du Togo, et quelques mois après, l'Amérique n'a même pas protégé le président du Togo, alors que sa résidence est collée à l'ambassade américaine à Lomé. J'étais à Lomé avec mon fils en septembre 2023, donc j'ai vu de mes propres yeux, mais c'est collé. La résidence du président togolais Sylvanus Olympio est collée à l'ambassade américaine. Donc il a demandé secours aux Américains. Et les soldats qui étaient devant l'ambassade américaine à Lomé ont dit non, on ne peut pas intervenir. Donc ils auraient appelé, l'ambassadeur américain aurait appelé l'ambassadeur français pour dire que le président du Togo s'est réfugié dans une voiture en face. Il s'est caché, mesquine, il était dans une voiture en face de l'ambassade américaine. Le matin, il a été tué par des soldats togolais sur injonction, sur ordre de la France. Eh oui, personne ne vous protège. Et il s'est passé la même chose avec le président du Ghana, le grand panafricaniste Kwame Nkrumah. Il avait été rendre visite au président américain John Fitzgerald Kennedy, et 3 ans après, en 1966, il était victime d'un coup d'État, pendant qu'il prenait un avion, visite officielle à Pékin, 24 février 1966. Incroyable, hein? Les Américains n'ont pas d'amis, n'ont pas d'alliés, sauf Israël. Donc, ils peuvent vous recevoir, ils peuvent faire du business avec vous, comme là 1200 milliards offerts par le Qatar aux Américains, mais alors, la blague des blagues, c'est quoi? Là, j'ai fait tomber ma petite feuille que je vais ramasser tout de suite. La blague des blagues, et ça, c'est magnifique. L'émir du Qatar, qui est un nien, il est grand par la taille, mais pour la vision, l'émir du Qatar, mesquine, regardez l'émir du Qatar. Il croyait qu'en faisant un cadeau, comme à notre ami Ahmed Yahya, avec des lingots d'or, ça c'était les Émirats, je crois, il a offert un cadeau, un avion qui coûte 400 millions de dollars, il a offert au président américain. Il croit que parce qu'il va lui offrir un cadeau, depuis quand on offre un avion comme cadeau? Normalement, c'est les enfants à Noël, ou je ne sais pas quand, on offre des avions en plastique. Lui, non, c'est pas un avion en plastique, c'est un vrai. C'est quoi comme marque déjà?
Washington accepte un avion à 400 millions de dollars du Qatar pour l'usage de Donald Trump. Vous vous rendez compte? Et le président américain dit, c'est pas un pot de vin, hein, c'est un cadeau. Depuis quand on offre un cadeau à 400 millions de dollars à un président d'un pays souverain? Mais évidemment que c'est un pot de vin. Mais avec Donald Trump, les 400 millions, ça ne sert à rien. Les pays arabes sont des pays, ont des dirigeants, écervelés. Ils pensent qu'en garantissant 1200 milliards de dollars d'échanges économiques et en offrant un avion pour le président américain, comme si l'Amérique avait besoin d'un avion, alors que c'est eux-mêmes qui produisent des avions. Première puissance économique mondiale, vous croyez qu'ils vont attendre d'un petit pays avec 350 000 habitants pour lui offrir un avion? Mais c'est la meilleure façon d'être méprisé. Vous savez, en psychologie, la plupart des dirigeants algériens, ne connaissent pas du tout la mentalité occidentale. Quand vous offrez un avion de 400 millions de dollars, celui qui va accepter ce don, il va vous mépriser. Et l'attaque barbare du génocidaire Netanyahou à Doha, c'est la démonstration du mépris qui s'est manifesté au travers de cette attaque. Je poursuis. Journal chrétien, catholique La Croix. En frappant Doha, Israël choisit la guerre et enterre les négociations. Vous savez que le Qatar a voulu prendre la place de l'Algérie comme étant le médiateur privilégié de tous les conflits dans le monde. Et c'est vrai qu'ils ont fait un travail formidable, notamment au Congo, avec, vous savez que la République démocratique du Congo est en conflit avec le Rwanda et a un problème avec des groupes rebelles, le groupe M23. Donc c'est vrai que les diplomates qataris ont fait un travail extraordinaire et aussi lors des échanges de prisonniers entre le Hamas et Tel Aviv. Mais le génocidaire Netanyahou n'a aucun intérêt à ce que ça se passe bien à Gaza. Parce que s'il y a la paix à Gaza, il va y avoir un État palestinien là, dans quelques jours à l'ONU. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sabote toutes les négociations. C'est ça son objectif. Il veut pas qu'il y ait la paix. Parce que qui dit la paix dit État palestinien et dit il va se faire renverser en Israël. Et si son gouvernement est renversé en Israël, ben, il va finir où? Il va être jugé pour corruption, il va être emprisonné pour corruption comme son prédécesseur, Ehud Olmert, qui était à la fois Premier ministre et président à Jérusalem, à Tel Aviv. Et Netanyahou, il veut pas aller en prison pour corruption, il veut pas y aller. Mais il va finir en prison tôt ou tard. Mais entre-temps, il aura détruit tout Gaza, il aura installé durablement la famine à Gaza et il aura ridiculisé tous les pays arabes et musulmans. À Doha, ça c'est le temps, c'est la Suisse. Journal suisse. À Doha, Israël bombarde les négociateurs du Hamas et humilie le médiateur qatari. Vous imaginez le machiavélisme du génocidaire Netanyahou? Donc il fait semblant d'entamer des négociations et quand il voit que ça va aller dans le sens opposé de ses intérêts, il est prêt à tuer les négociateurs et à humilier un pays avec qui il négocie depuis des années. Vous savez que c'est le Qatar qui a toujours financé l'administration du Hamas à Gaza, vous le savez. Donc Netanyahou a toujours autorisé un avion qui venait de Doha, rempli de millions de dollars tous les mois pour payer les fonctionnaires, les policiers du Hamas, vous le savez, à Gaza. Et là, tout d'un coup, comme il n'a plus d'intérêt, hop, il est prêt à tuer les négociateurs. Il le fait dans une totale impunité. Et bien sûr, personne n'a condamné ça au Conseil de sécurité. Normalement, l'Algérie, en tant que membre non permanent, aurait dû tout de suite exiger la réunion du Conseil de sécurité et faire condamner ce génocidaire Netanyahou. Bon, on sait qu'il y aurait eu le droit de veto américain, mais au moins, pour la forme. RFI, Radio France Internationale, attaque israélienne à Doha, pour la première fois un pays médiateur touché. Incroyable, hein? Normalement, les diplomates, on ne les tue pas. Ils ont un drapeau blanc, ils sont là pour favoriser la paix. Mais le génocidaire Netanyahou ne veut pas la paix, il veut la guerre.
C'est un peu comme Zelensky en Ukraine. Vous savez que depuis plus d'un an et demi, il n'est plus président, Zelensky. Son mandat a expiré. Mais tant qu'il y a la guerre, il n'y aura pas d'élection, donc il est toujours président. Netanyahu n'est pas bête. Il a vu l'exemple de Zelensky. Il dit, moi, tant qu'il y a la guerre, je reste au pouvoir. Donc il n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait la paix, la diplomatie ou des négociations. Le soir de Belgique. L'attaque d'Israël contre le Hamas au Qatar vise d'abord à saboter les négociations. Vous avez vu, il a choisi le 9 septembre. Pourtant, à 2 jours près, c'était la symbolique du 11 septembre. Et vous savez que c'est une symbolique très forte aux États-Unis. Donc, vous voyez, tout le monde est conscient de la stratégie du génocidaire Netanyahou. Sa stratégie, c'est de saboter les négociations. Saboter les négociations. BFM TV, attaque d'Israël à Doha. Le Premier ministre du Qatar affirme que son pays se réserve le droit de répliquer. Ça s'appelle Shabaouia, du populisme. Vous savez, quand on est humilié comme le Qatar en ce moment, qui pensait qu'il pouvait acheter la paix ou la sécurité avec les Américains, et qu'en négociant avec le génocidaire Netanyahou, il n'allait jamais avoir de problème. Regardez le populisme de la déclaration du Premier ministre. Le Qatar se réserve le droit de répliquer, mais avec quoi vous allez répliquer? Vous avez la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient qui est chez vous, qui ne vous a même pas protégé. Vous allez répliquer avec quoi? Avec des stylos, avec des feuilles en carton, avec de l'argent. Mais vous avez déjà donné toutes vos réserves, 1200 milliards de dollars aux Américains. Vous ne répliquerez rien du tout. Sinon, votre siège va devenir un siège éjectable. Votre pouvoir est un siège éjectable. En 2 secondes, les Américains, ils peuvent mettre un autre émir, et vous le savez. Ils peuvent même mettre une république pour amuser la galerie. Vous allez répliquer, hein? Vous croyez qu'avec votre petit drapeau et votre petit passeport et votre petit siège à l'Assemblée générale des Nations Unies, vous croyez que vous pouvez vous faire respecter? On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver gentiment à cette réflexion générale. Le Qatar veut que Netanyahou soit traduit en justice et reconsidère sa médiation. TV5 Monde. Donc, le Premier ministre du Qatar a dit qu'il se réserve le droit de répliquer, populisme intégral, et maintenant il veut que le génocidaire Netanyahou soit traduit en justice. Oh, tout d'un coup. Donc, quand il a massacré 65 000 Palestiniens, il a installé la famille à Gaza, vous n'avez jamais demandé à ce qu'il soit traduit en justice. Il a fallu que vous soyez tous chez vous à Doha, dans votre capitale, et tout d'un coup, vous avez pris conscience, réalisé que ce génocidaire était un danger pour la paix dans la région. Eh ben, dis donc. Donc, ça veut dire que tant qu'on n'est pas touché, tout le monde s'en fout. C'est bien ça. L'attaque israélienne au Qatar, un réveil brutal pour les pays du Golfe. Le Monde d'aujourd'hui, tiens. Les monarchies du Golfe resserrent les rangs autour du Qatar. Alors qu'en 2018, Kanoum Dadzine, vous savez qu'il y avait une rupture diplomatique, fermeture des frontières entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Vous savez que le Qatar avait été totalement isolé en 2018. Il a fallu que le Qatar demande à Istanbul, à Ankara, une base militaire pour que, avec le temps, ça s'est calmé. Et là, tout d'un coup, ils ont compris que tous les pays du Golfe étaient tous menacés maintenant. Incroyable, hein? العرب على بالكم tant ما عندهمش كف في وجههم ما يفهموش. Donc, les monarchies du Golfe resserrent les rangs autour du Qatar après les frappes israéliennes à Doha mardi 9 septembre, qui ont ébranlé le concept de garantie sécuritaire dont pensaient bénéficier ces pays de la part de l'allié américain. Oh, il n'y a pas d'alliés. Les Américains n'ont pas d'alliés, sauf Tel Aviv. Regardez. Moi, je trouve que c'est bien. Comme ça, ils vont prendre conscience que tant qu'il n'y a pas l'union des pays arabes, berbères, kurdes, coptes, musulmans, africains, jamais il y aura la paix. Jamais. Mais on va y arriver, on va y arriver. Donc, vous disiez bien, réveil difficile. Un réveil brutal pour les pays du Golfe. 10 septembre, toujours Le Monde. Frappe israélienne sur le Hamas au Qatar. Doha confronté au lâchage de son protecteur américain. L'Amérique ne protégera aucun autre pays sauf
Tel Aviv. Le fait que la Maison-Blanche ne se soit pas opposée au plan de l'État hébreu et n'ait pas formellement condamné l'opération constitue une rupture majeure du pacte liant depuis des décennies, c'est-à-dire au moins 60 ans, la monarchie du Golfe aux États-Unis. C'est bien, il commence à comprendre. C'est bien, Wahdi Fakkar. Et ça, c'est une leçon pour tous les pays arabes, pour tous les pays musulmans, pour tous les pays africains. Je dis bien tous. C'est une leçon. Vous savez, quelque part, le génocidaire Netanyahou, là, il rend service aux dirigeants de ces pays-là, aux élites de ces pays-là, au peuple de ces pays-là, qui pensent que les Américains vont les protéger. Les Américains ne protégeront aucun régime politique de ces pays. Parce que l'argent est long, le pétrole est long. Vous savez que maintenant, les États-Unis exportent du pétrole de schiste, du gaz de schiste. Ils n'ont plus besoin des pays du Golfe. Donc, la valeur de ces pays-là, elle est devenue résiduelle. Les États-Unis ne dépendent plus de personne. C'est la raison pour laquelle ils ont lâché tous leurs anciens partenaires. Ils ont pris l'argent et les lâchent. Lisez bien. Maintenant, New York Times, donc, qui a été repris par le Courrier international. Pour les pays du Golfe, le parapluie américain apparaît comme une vaste blague. Vaka. La parapluie américain, là, voilà. Oh, c'est beau de s'habiller en blanc, mais ça sert à rien. Tant que vous n'avez pas la puissance nucléaire, c'est comme si vous pissiez dans un violon. Hachakom. Les frappes israéliennes sur le Qatar n'en finissent pas de provoquer des zones de choc dans la région, notamment dans les pétromonarchies du Golfe qui ont du mal à imaginer que l'État hébreu, ils ont du mal à imaginer que l'État hébreu n'ait pas eu le feu vert de Washington, ce qui les pousse à s'interroger sur leur système d'alliance et de sécurité militaire entièrement indexé sur les Américains, c'est-à-dire entièrement dépendant des Américains. C'est dur les réveils, les réveils sont difficiles. Figaro. Le double jeu de l'Amérique est devenu clair. Après la frappe israélienne au Qatar, le Golfe se sent trahi par Donald Trump. Là, c'est Ben Salman. Ben Salman, il voulait normaliser avec l'État hébreu, il voulait avoir des relations diplomatiques avec Tel Aviv, avec le génocidaire Netanyahou. Donc, même il est sur un siège éjectable. On ne sait jamais, on ne connaît pas les plans des Américains. Peut-être qu'ils ont une volonté de dégager tous les dirigeants, toutes les monarchies du Golfe, vous savez. C'est un précédent lourd de conséquences, vous savez. Ils peuvent se dire, maintenant on n'a plus besoin du pétrole et du gaz du Moyen-Orient. Ils peuvent dire ils peuvent présenter le génocidaire Netanyahou comme celui qui favorise, par exemple, l'émergence de républiques dans les pays du Golfe, par exemple. Au Maroc aussi, tout est possible. Coucou, nos amis marocains. Normalement, ce qui se passe à Doha devrait faire réfléchir. Peut-être que sous le prétexte d'installer la démocratie dans les pays du Golfe, ils peuvent abandonner toutes les monarchies. Il faut réfléchir. Toutes les monarchies, j'ai dit. Depuis Doha jusqu'à Rabat. Parce qu'ils sont diaboliques. N'oubliez jamais que les Occidentaux ont réduit en esclavage toute l'Afrique. Ils ont colonisé le monde entier. N'oubliez jamais ça. Ça, c'est le fond de l'âme occidentale. Je connais bien l'âme occidentale. Je suis né en Occident, et j'ai été élevé avec eux. L'instinct néocolonial occidental est toujours intact. Je dis bien toujours intact. Et l'Occident méprise tous ces gens-là. Il les méprise. Vous savez ce que ça veut dire, mépriser? Donc, paraît-il, un sommet arabe extraordinaire va se tenir dimanche et lundi à Doha pour répondre au bombardement israélien contre la direction du Hamas abrité au Qatar. Ah bon, vous allez encore faire un nouveau sommet? Mais مازلتو ما فهمتوش باللي ما كاش السياده سي فيني السياده كيفاه
قطر ولا إمارات ولا بحرين ولا سعودي ولا مصر ولا الجزائر ولا المغرب ولا موريتانيا ولا تونس ما كاش سيادة سي فيني سيادة وحدة برك بقات سيادة نووية. La seule souveraineté qui reste aujourd'hui pour se faire respecter, c'est la souveraineté nucléaire. Tout le reste, c'est du bidon. C'est ce qu'on appelle des armées en carton. Carton, d'achou carton, carton هكاك. ينحرق البريكي ينحرق ما كان والو. Alors, dans la presse israélienne, notamment The Times of Israel, vous savez, nos cousins juifs sont très intelligents. Ils sont capables d'être extrémistes de droite, mais ils sont aussi capables d'être extrémistes de gauche. C'est ce qu'on appelle couvrir l'ensemble des tendances idéologiques, philosophiques, politiques. Ils sont brillants, il faut le dire. Ils sont capables d'être marxistes, comme Marx, je vous rappelle qu'il était juif, et être ultra-libéral, comme Friedman, les juifs aussi. Voilà, c'est ça. C'est l'intelligence juive, c'est-à-dire couvrir l'ensemble des spectres idéologiques. Donc, The Times of Israel dit reconnaissance de la Palestine, le vide stratégique absolu de Netanyahou. Donc, en clair, même la presse israélienne, en tout cas une partie de la presse israélienne, est très lucide par rapport à la stratégie de Netanyahou, du génocidaire Netanyahou, en disant qu'il a une stratégie qui est complètement vide. Le vide absolu stratégique de Netanyahou. Ah, ils sont lucides, hein. L'Assemblée générale de l'ONU doit se prononcer vendredi 12 septembre, donc aujourd'hui, sur la déclaration de New York portée par la France et l'Arabie Saoudite. La veille, Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il n'y aurait pas d'État palestinien, une position qui attise, c'est-à-dire qui provoque l'hostilité à l'égard d'Israël et mène le pays vers la catastrophe. Tensé, c'est-à-dire déclaré fortement fin août cet entrepreneur israélo-américain sur le site du Times of Israel. Ouais, je vous ai dit, ils sont très intelligents, nos cousins juifs. Très intelligents. Ils sont capables, dans certains médias, de défendre bec et ongle le génocidaire Netanyahou, et dans d'autres médias, de critiquer, mais ouvertement et de façon absolue, la position de Netanyahou. C'est ce qui fait que c'est une démocratie. Alors que dans nos pays à nous, tout le monde dit la même chose. C'est la Shabaouia, comme dirait le politologue Dominique Régnier, la pente fatale. Vous savez, dans un pays, il faut toujours laisser les gens exprimer des idées différentes, adopter des positions différentes. Il faut donner l'illusion qu'il y a une démocratie. Mais nous, dans nos pays, non, on n'aime pas, on veut pas. On veut ni démocratie, ni illusion démocratique. On doit tous dire la même chose. Mais non, il faut être intelligent. Et je vais y arriver. Hein. Frappe israélienne au Qatar, la duplicité américaine. Donc ça, c'est un journal tunisien, l'économiste maghrébin. Doha, lâché par son protecteur américain, c'est en tout cas l'amer sentiment qui prévaut, donc qui domine au Qatar, tandis que la Maison-Blanche ne s'est pas opposée au plan malveillant de l'État hébreu, ni n'a condamné formellement les frappes contre son territoire. Vous savez, je vous ai fait un patchwork de l'ensemble des journaux à la fois occidentaux et orientaux. Vous voyez? Et donc, pour les pays du Golfe, ils considèrent que la position américaine, c'est de la trahison. Trahison. Non, ça s'appelle du réalisme. Du réalisme. Alors, qu'est-ce que dit notre ami en signe de représailles, le richissime émirat gazier avec ses 330 000 habitants se réserve le droit de riposter à cette attaque flagrante, a déclaré son premier ministre Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Thani. Et le journal tunisien, l'économiste maghrébin, commente, l'ennemi sioniste en tremble d'avance. Ah, ils ont de l'humour, nos amis tunisiens, nos frères tunisiens, regardez. L'ennemi sioniste en tremble d'avance. Alors maintenant, parlons des choses qui fâchent. Puisqu'apparemment, les pays arabes n'ont pas compris que le pragmatisme, la philosophie est pragmatique. C'est qui l'a développé? C'est un philosophe américain, William James. Oui, ils sont pragmatiques, les Américains. Les Américains ne respecteront jamais, je dis bien jamais, des pays qui sont à la traîne sur le plan
économique, technologique, culturelle, militaire, nucléaire. Jamais ils ne les respecteront. Les Américains, le pragmatisme américain fait qu'ils ne respectent que les forts. Regardez comment les Américains respectent les Chinois aujourd'hui. Vous avez vu, ils ont imposé des droits de douane astronomiques aux Chinois. Les Chinois, ils ont dit, on va faire la même chose. On n'a pas peur de vous. Après, ils ont fait marche arrière, les Américains. C'est ça le pragmatisme. Les Américains ne respectent que les forts. La force. N'oubliez jamais que les États-Unis d'Amérique ont été créés à l'origine par un usage extrêmement démesuré de la force contre les Indiens d'Amérique. Ne l'oubliez jamais. Tant que vous n'aurez pas compris l'origine de la naissance des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire une origine violente, vous ne pouvez pas comprendre la géopolitique américaine aujourd'hui. Alors, maintenant que je vous ai parlé rapidement de la civilisation américaine et du pragmatisme américain, vous savez, il faut lire un peu pour connaître ceux qui dirigent le monde. La civilisation américaine, c'est à la fois la violence et une capacité extraordinaire de séduire les cerveaux du monde entier. Il y a deux dimensions, la violence et la séduction des meilleurs éléments que compte cette planète, les cerveaux. Alors, parlons maintenant de comment on peut répondre, en tout cas, comment les dirigeants, puisque moi je ne suis qu'un citoyen, peut-être un peu éclaireur, lucide, pragmatique, parce que je suis aussi pragmatique, vous avez vu, vous avez pu le constater par mes prises de position. Comment on peut résister et répondre? En gros, comment on peut faire en sorte que la déclaration du Premier ministre qatari, qui est de dire que je me réserve le droit de riposter à cette attaque flagrante, comment cette déclaration peut être prise au sérieux et devenir réelle? Se réserver le droit de riposter à cette attaque flagrante. Vous savez, il n'y en a pas 1000, hein. La solution, c'est celle-là. L'option militaire arabe. Quand je dis arabe, vous avez compris. Pays arabes, dans les pays arabes, il y a de tout. Il y a les Touaregs, il y a les Berbères, il y a les Kurdes, il y a les Coptes, il y a les Arméniens. Les pays dits arabes. Voilà, comme ça, ça me permet d'anticiper les critiques de mes frères berbères. Ok? Donc, l'option militaire arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire un commandement unifié des armées des pays arabes. Vous savez ce que ça veut dire? Commandement unifié. C'est pas moi qui le dis. Vous savez, moi, je suis qu'un analyste, un observateur. Ce livre-là, l'option militaire arabe, a été écrit par le général Saad-Din Chezli. Chezli, un peu comme il a un nom qui ressemble à notre ancien président. Donc, je vais vous rappeler l'année. C'était en 1990 à l'entreprise nationale du livre à Alger. Voilà, il a été traduit de l'anglais en 1990 au moment de la guerre en Irak. Vous savez que l'Irak avait envahi un autre pays frère qu'on appelle le Koweït, le 2 août 90. Voilà. C'est lui, le général Saad-Din Chezli. OK? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, vous savez, c'est un livre épais, hein, plus de 400 pages. 400 pages, ce livre-là. Vous voyez, 400 pages. Il y a même de la couleur pour ceux qui aiment la couleur. Vous voyez, il montrait déjà les cartes. Donc là, il parlait de l'Iran par rapport aux pays frères de l'Est de l'Iran. L'Afghanistan, le Pakistan, l'Arménie. Et là, évidemment, il y a le sujet qui fâche, vous le connaissez. C'est la Palestine, donc divisée en deux. Vous voyez? Là, vous avez Jérusalem, vous avez la partie occupée par Tel Aviv, et les pays frontaliers, Jordanie, Arabie Saoudite, etc. Vous voyez? Alors, maintenant que je vous ai fait rapidement une présentation de quelques pages de ce livre, vous voyez, par la division de la Palestine à partir de 29 novembre 1947, par l'ONU. Donc, j'ai relevé 3 réflexions de notre général
Saad ad-Din Chazli. Écoutez-moi bien. Première chose, il observe quoi? Il observe que les pays arabes ont rencontré, ou plutôt constatent une fuite des cerveaux. Regardez, la fuite des cerveaux. Premier élément. Dans un rapport à la conférence arabe au sommet d'Amman, en Jordanie, en 1980, le docteur Hassan Zelzalah, secrétaire général adjoint à la Ligue arabe, qui est basé au Caire, 22 mars 1945, sa création, estimait, écoutez-moi bien, hein, on est en 80, donc en 80, ce secrétaire général adjoint à la Ligue arabe estimait que 150 000 ressortissants arabes exerçant des professions libérales avaient quitté leur pays pour s'installer dans les sociétés du monde développé. Il avait dressé la liste de ses pairs par catégorie professionnelle. 24 000 médecins. 80, 24 000 médecins. Une seule année, en 1980. Donc 24 000 médecins sont partis en Occident. 17 000 ingénieurs. 7 500 physiciens nucléaires. 7 500 physiciens nucléaires. 7 500 physiciens nucléaires. Waouh! Je vous laisse lire gentiment. En une seule année, regardez, en 1980, 7 500 physiciens nucléaires. 17 000 ingénieurs, 7 500 physiciens nucléaires, 24 000 médecins. Donc, premier énorme problème des 20 pays arabes, la fuite des cerveaux. Deuxième problème, c'est pas moi qui le dis, c'est un général qui le dit. La liberté d'opinion, regardez, la liberté d'opinion, la liberté d'opinion, la liberté d'opinion. C'est le général Saad ad-Din Chazli qui le dit. C'est pas Rachid Nekal. Écoutez ce qu'il dit. Page 233. Hein? Il a dit « Je rencontrais un intellectuel arabe qui avait écouté un professeur américain, le professeur Simpson, et manqué de ses impressions. J'ai été frappé, dit-il, par les opinions du professeur, me disait-il. Mais je suis encore plus impressionné par le système politique américain qui l'autorise à s'exprimer comme il le fait. » Car c'est la première fois, ils entendaient un professeur américain critiquer l'Amérique, critiquer la gouvernance américaine. Il dit, comment c'est possible? Comment se fait-il qu'aux États-Unis, un professeur critique le gouvernement américain? Écoutez la suite, s'il vous plaît. Donc il dit, je suis encore plus impressionné par le système politique américain qui l'autorise à s'exprimer comme il le fait. Si jamais un arabe, écoutez-moi bien, hein, si jamais un arabe s'avisait de professer des vues, c'est-à-dire d'exprimer des opinions, aussi opposées à celles de son gouvernement, il serait emprisonné séance tenante, c'est-à-dire immédiatement, et accusé de haute trahison. C'est un général qui parle, hein, c'est le général Saad ad-Din Chazli. Il a dit, mais dans les pays arabes, on n'a pas le droit de s'opposer au gouvernement. Vous avez vu ce que je fais? Moi, tous les jours, je m'oppose. Je ne m'oppose pas à tout le gouvernement. Je dénonce 2 ministres qui fricotent avec les multinationales corrompues. Le ministre d'énergie, M. Mohamed Arqab, qui signe des contrats à des entreprises corrompues comme Total, Eni, Sinopec, et le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a cautionné la prolongation pendant 35 ans d'un contrat avec la mafia du gaz et du pétrole en Indonésie. Pertamina, scandale de 17 milliards de dollars de surfacturation. Je vous ai apporté toutes les preuves. Qu'est-ce que dit le général Saad ad-Din Chazli? Il dit, mais si dans les pays arabes on critique le gouvernement, on est emprisonné immédiatement et accusé de haute trahison. Page 233 de l'option militaire arabe. Et encore une fois, ce livre-là, regardez où est-ce qu'il a été publié. Entreprise nationale du livre à Alger, en 1990. À l'époque,
Il y avait la liberté en Algérie, vous savez, 1989-1991, avec Mouloud Hamrouche, il y avait Sidi Ahmed Ghazali, il y avait la liberté en Algérie. Regardez, option militaire arabe, édité en Algérie. Algérie. Entreprise nationale du livre. J'invente rien. Publié en Algérie. Traduit de l'anglais par Yamina Hallal. Regardez, lisez bien. Voilà, là aussi, c'est écrit. Traduit de l'anglais par Yamina Hallal. Donc, c'est l'Algérie qui a publié son livre en français. Donc, je reviens à la page 233. Donc, le contraste. Ah oui, il dit, donc il sera emprisonné séance tenante et accusé de haute trahison, pardon. Il avait raison et il est bien vrai que la liberté d'expression n'existe pas dans le monde arabe. Le contraste avec les États-Unis est absolu. Alors en ce moment, les États-Unis, la liberté d'expression, elle est sur une pente dangereuse, vous avez vu. Je continue. Alors, non seulement le professeur américain Simpson défend des thèses qui sont aux antipodes, écoutez-moi bien, aux antipodes de la politique américaine au Moyen-Orient, mais il les expose à ses étudiants dans l'université d'État où il enseigne. Pourtant, il n'est ni relevé de ses fonctions pour avoir inculqué, c'est-à-dire transmis, des idées fausses et subversives, c'est-à-dire dangereuses aux jeunes Américains, ni accusé de haute trahison ou de se faire l'agent d'une puissance étrangère. C'est génial, non? C'est bien, on va dire, là. Édité en Algérie, s'il vous plaît. Édité en Algérie, Entreprise nationale du livre en 1990. OK. Tel serait bien en revanche le sort d'un enseignant arabe à la place du professeur Simpson. Option militaire arabe. Donc je continue. Maintenant, la dernière chose à dire, c'est évidemment par rapport à l'option militaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la déclaration du Premier ministre qatari devienne un jour une réalité? Je vous ai dit, tant qu'on n'a pas de puissance nucléaire commune, Tel Aviv va nous bombarder l'un après l'autre. L'un après l'autre. Alors maintenant, page 255. Une tâche panarabe. Voilà. Une tâche panarabe. Une tâche, c'est-à-dire une mission panarabe. Donc ça, c'est pour nos frères berbères ou coptes ou kurdes. Il y en a qui disent, non, on doit s'occuper que de l'Algérie. Mais l'Algérie n'a pas les moyens d'avoir la bombe nucléaire. Voyons, regardez l'Iran, ça fait 45 ans qu'elle essaye. L'Irak a essayé toute seule. Tel Aviv a détruit le site nucléaire d'Ozirak en 81, juin 81. La Libye a essayé, ils l'ont pas laissé. Mais tout seul, on n'y arrivera jamais, voyons. Arrêtez d'être naïf. C'est comme le Qatar qui a cru qu'il allait tout seul assurer sa sécurité en donnant 1200 milliards de dollars d'échanges économiques aux États-Unis. Un cadeau, un avion de 400 millions de dollars. Il a cru qu'il allait être tranquille. Regardez, il se fait bombarder. Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Arrêtez le populisme égocentrique. Arrêtez. Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est la jungle, le retour de la jungle. C'est le plus fort qui mange le plus faible. Si on n'est pas unis, on va se faire manger. Regardez les Européens. 29 pays. Ils n'arrivent pas à résister aux Américains. 29 pays! Ils n'arrivent pas à résister aux Américains. Et le président américain a obligé les Européens à acheter pendant 3 ans 750 milliards de dollars de gaz et de pétrole américain. Et vous croyez que nous, avec notre petite Algérie, on va résister à Tel Aviv, qui est soutenu par la première puissance militaire, économique, technologique mondiale? Mais arrêtez de rêver. Arrêtez la Sha'baouia. Arrêtez. 255. Écoutez ce que dit le général Saad Eddin Chazli. Les Arabes ont consacré 49 milliards de dollars à leur défense en 1985. 49 milliards de dollars à leur défense en 1985.
pour la petite histoire, en 2024, les pays arabes, c'est-à-dire la région MENA, ont consacré 5 fois plus, 243 milliards de dollars. C'est pas Rachid Nekas qui le dit, c'est le CIPRI, le Stockholm International Peace Research Institute de Stockholm. Regardez bien, 243 milliards de dollars en 2024. Et en 1985, c'est-à-dire il y a exactement 40 ans, c'était 5 fois moins, 49 milliards de dollars. Aujourd'hui, par exemple, les dépenses de Tel Aviv ont augmenté de 65%, 46,5 milliards de dollars. Donc en 2024, Tel Aviv a un budget militaire qui équivaut à l'ensemble du budget militaire des pays arabes en 1985. 46,5 milliards de dollars. Et en 2025, il a augmenté jusqu'à 75 milliards de dollars. Et l'Arabie Saoudite, toute seule, l'Arabie Saoudite, a augmenté ses dépenses militaires en 2024 de 12 milliards et maintenant, a augmenté ses dépenses militaires aujourd'hui et elles sont de 80,3 milliards de dollars. Regardez, l'Arabie Saoudite, 80,3 milliards de dollars. Vous imaginez, puissance pétrolière énorme. En 2025, Arabie Saoudite et Israël, à quelques milliards près, c'est le même budget militaire. Mais il y a bien sûr le parapluie militaire américain, évidemment. Car les Américains ont des bases militaires au Moyen-Orient, mais ce n'est pas pour protéger les pays du Golfe, c'est pour protéger Tel Aviv. Et c'est les pays arabes qui payent. Donc, vous voyez, 80 milliards de dollars. Donc, je reprends. Donc, les Arabes, en 85, ont consacré 49 milliards de dollars à leur défense. D'année en année, la tendance des budgets de défense des pays arabes a été d'augmenter. Vous avez la preuve. On est aujourd'hui à 243 milliards de dollars. Oui, ils ont bien anticipé, hein, les généraux de l'époque. Si bien qu'à l'heure actuelle, ils devraient plus que largement suffire si seulement ils étaient dépensés rationnellement. Mais oui, le général Chazli disait, normalement, si on dépense rationnellement ce budget, ça devrait suffire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez bien ce qu'il nous dit. Si les Arabes, malgré un budget de défense commun de 49 milliards de dollars en 85, ne peuvent triompher d'Israël, qui pourtant consacre à sa défense un budget d'à peine 6 milliards de dollars, à l'époque, 85, Tel Aviv ne consacrait que 6 milliards de dollars, alors que les pays arabes, c'était 49. Ça fait combien? 8 fois 6, ça fait 8 fois plus. 8 fois plus. Et aujourd'hui, donc en 2024, c'était 46 pour Tel Aviv et 243 pour les pays arabes. Donc c'est-à-dire 6 fois plus, à peu près. Presque 6 fois plus. À l'époque, c'était 8 fois plus. Les Arabes, c'était 8 fois plus que Tel Aviv. Aujourd'hui, c'est 6 fois plus. Je continue. La seule conclusion possible est que les Arabes utilisent leur argent en dépit du bon sens. C'est-à-dire que les pays arabes utilisent mal leur argent au niveau militaire. J'ai déjà eu l'occasion de donner mon avis sur la nature des réformes qui s'imposent à ce sujet, mais en fin de compte, le remède est entre les mains des peuples arabes eux-mêmes, gouvernants, c'est-à-dire les chefs, et gouvernés, c'est-à-dire les citoyens ou les sujets. S'ils étaient unis, on y arrive, s'ils étaient unis, les Arabes seraient puissants. لو كان العرب كانوا متوحدين البلدان العرب كانوا متوحدين كن عندهم القوة قوة divisés, c'est-à-dire كل واحد في بلاصتو, ils sont affaiblis. Divisés, ils sont affaiblis. Les mots d'ordre rappelant la mission panarabe qui est de combattre Israël resteront de vaines paroles tant que les Arabes ne s'emploieront pas à unir leurs efforts. C'est-à-dire, tant que Menderouche l'id fait l'id, rana nfashlo. 3 mesures susceptibles de retourner la situation. Voilà, هذو هما الحلول. دائما في les commentaires نقرا يا رشيد ما هو الحل؟ ما هما الحلول؟ Eh ben, général Saad Eddine Chazli, donc il me donne الحلول. بسم الله. Il va nous donner les solutions.
Alors, on y va? On va y aller. 1. Chaque pays arabe doit consacrer à sa défense un certain pourcentage de son PNB, produit national brut, en fonction de son revenu par habitant. Ce pourcentage pourrait varier de 3% du PNB pour les pays les plus pauvres, comme le Somal, Soudan, Mauritanie, à 25% pour les nations riches, comme la Saoudie, Qatar, Émirats. Alors, juste pour un petit info, aujourd'hui, l'Algérie, le budget militaire algérien, c'est autour de 25% du PIB, produit intérieur brut. Donc, on est dans le pourcentage recommandé par le général Saad Eddine Chazli. Deuxième proposition, un commandement militaire arabe unifié, c'est-à-dire قيادة وحدة عسكرية، قيادة عسكرية واحدة برك توحد استراتيجية عسكرية تاع 20 بلاد من موريتانيا إلى القطر. Donc un commandement militaire unifié de toutes les armées des pays arabes doit être institué sur le modèle des hauts commandements de l'OTAN et du pacte de Varsovie. L'OTAN, vous le connaissez, et le pacte de Varsovie, c'était à l'époque l'Union soviétique avec les pays de l'Est. C'est ce qu'on appelle le pacte de Varsovie. Troisième proposition. Chaque pays arabe doit consacrer un certain pourcentage de ses forces armées à la lutte contre Israël. واش معناتها؟ معناتها بلي في كل عسكر تاع اي بلاد، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، السعوديه، العراق، سوريا، كاين فئه une partie, par exemple, je sais pas moi, 10 000 soldats algériens, 10 000 soldats marocains, 2 000 soldats mauritaniens, 2 000 soldats tunisiens, 20 000 soldats égyptiens, 10 000 soldats irakiens, etc. Donc il y a une partie de l'armée de tous les pays qui doivent être attitrés spécifiquement à la lutte contre le génocidaire Netanyahou, c'est-à-dire proche des frontières avec Tel Aviv. Donc chaque pays arabe doit consacrer un certain pourcentage de ses forces armées à la lutte contre Israël. On est en 1990. Ces forces pourraient être déployées dans les États arabes de la ligne de front, c'est-à-dire ceux qui ont des frontières avec Tel Aviv, Tel Aviv, ou rester stationnés dans leurs parties respectives. ولا يقعدوا في الجزائر، في تونس، في ليبيا، في مصر، في العراق، في سوريا، بصح لازم يكونوا واجدين لو كان مشكل في القدس، في غزة كما اليوم. هذه قالها في 1990. Ce qui importe est qu'elle soit sous les ordres d'un commandement arabe unifié et tenu à l'abri de l'ingérence locale. واش معناتها؟ لازم راه يقول هذا الجنرال سعد الدين شاذلي، لازم يكون عندنا نظرة استشرافية في المجال العسكري، ماشي نبلبلو برك، ماشي نهضروا بك ولا نديروا بيانات، لازم نكونوا واقعيين، حاجة مرموسة. لازم جيش واحد بين كاع جميع البلاد العرب، جيش واحد، ماشي كل واحد عنده عسكر تاعو، كل واحد يشري من الامريكان، واحد يشري من الروس، واحد يشري من الصين، وتيل افيف يتفرجوا ويضحكوا، ومن بعد يضربوا اي واحد، اي بلاد يضربوها وحتى واحد ما يتحرك. كما اليوم يضربوا العراق، يضربوا سوريا، يضربوا لبنان، يضربوا قطر، عضوا يضربوا مصر، من بعد الجزائر، من بعد تونس، من بعد المغرب، من بعد موريتانيا، وحنا نفرجوا ونديروا بيانات ومن بعد نروحوا نبكوا ونروحوا نشكوا في الامم المتحده. بركانا كل شيء راه موجود، الافكار راه موجودين، والحكام تاعنا يلعبوها وما يبغوش الشعبويه، بوبوليسم. Dernière phrase. Ce qui importe est qu'elle soit sous les ordres d'un commandement arabe unifié et tenue à l'abri de l'ingérence locale. Pour commencer, je propose que chaque pays arabe affecte 25% seulement de ses forces à un commandement unifié. اقتراح تاع الجنرال سعد الدين شاذلي يقول بلي 25% من كل جيش تاع الدول العربية يكون تحت القيادة تاع الجنرال برك. سمعتوا؟
25% de chaque armée des pays arabes doit être sous l'autorité d'un commandement unifié, c'est-à-dire un général avec, bien sûr, des adjoints. Et là, bien sûr, avec une vision stratégique. ماشي كل واحد يدير رايو في كل بلاد. شفتوا دوحة مساكن مدوا 1200 مليار دولار امريكان كل شيء راب. Donc, si l'Algérie veut vraiment aider, veut se protéger, je dis bien se protéger, pas aider, il faut qu'elle analyse, qu'elle étudie les propositions déjà présentes en 1990 dans l'édition algérienne du général Saad el-Din el-Chazli, l'option militaire arabe, avec la mise en place d'un commandement unifié. Donc, en tant que citoyen algérien, attaché à la sécurité de l'Algérie, je dis bien attaché à la sécurité de l'Algérie, nous devons avoir une réflexion globale de la sécurité collective, car à tout moment, le génocidaire Tel Aviv peut décider d'attaquer ou l'Algérie, comme il l'a fait au Qatar, ou la Tunisie, comme il l'a fait il y a quelques jours, ou Téhéran il y a quelques semaines, ou le Liban il y a quelques semaines, ou la Syrie il y a quelques semaines. À tout moment, il peut bombarder n'importe quel pays arabe. Donc, sans un commandement unifié, qui aura au moins 25% des soldats de chaque armée des 20 pays arabes, nous ne sommes pas à l'abri d'une attaque du génocidaire de Tel Aviv. Benyamin Netanyahu. Donc, je demande à mon pays de réfléchir à ces propositions. Mais pour cela, il faut qu'on arrête de faire des cadeaux, comme le ministre de l'énergie algérien qui fait des cadeaux à Total, 25 ans de gaz gratuit, 25 ans de pétrole gratuit à Total. C'est inadmissible. Et qu'on arrête de brader 80% des richesses minières aux multinationales en pensant que ces multinationales des pays occidentaux vont épargner l'Algérie, ne vont pas bombarder l'Algérie comme cet article 101 qui accorde 80% du capital des sociétés minières à des sociétés étrangères. L'exemple du Qatar devrait faire réfléchir notre gouvernement et notre président. Ça ne sert à rien de faire ou de donner des cadeaux aux Américains. On peut avoir des relations cordiales, on peut avoir des relations diplomatiques, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Nous sommes tous en danger et tous les dirigeants des pays arabes sont aujourd'hui sur un siège éjectable. À vous d'être lucide, car aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons est devenu une jungle où le machiavélisme est de rigueur. Donc, je finis avec 3 ouvrages. Le premier, c'est l'ouvrage de Georges Corne. Il est mort il y a quelques mois. Brillant intellectuel, brillant financier. D'ailleurs, il a représenté les intérêts de l'Algérie au Liban à l'époque, c'était en 1975, je crois. Le Proche-Orient éclaté, avec des mises à jour régulières. Je voulais aussi vous présenter l'ouvrage très intéressant de René Naba, en collaboration avec Samir Hamhala, donc publié en Algérie aux éditions Talantikit. Ça s'appelle Le monde arabe en point de mire. Point de mire, c'est-à-dire en ligne de mire. Et René Naba, vous savez que c'est un Libanais qui est né au Sénégal, qui a toujours défendu l'Algérie. Il connaissait d'ailleurs très bien feu Abdelaziz Bouteflika. Il s'occupait du monde arabe à l'AFP, à l'agence France Presse. Il dit une phrase intéressante. Je vais finir avec ça. À la page 106. L'instrumentalisation de l'islam est la logique de vassalité du monde arabe. Vous savez ce que ça veut dire, vassalité? C'est des pays irk'ou. La vassalité, c'est wahad ki yarka kema. Voilà, la vassalité. Tous les pays arabes ne sont pas souverains. ما كاش سيادة وطنية في أي بلاد من موريتانيا حتى قطر كاع يركعوا مع الأمريكان. La vassalité, c'est ce qu'il appelle la vassalité du monde arabe. La vassalité. Page 106. Le monde arabe en point de mire.
Et il dit, le monde arabe aujourd'hui verse dans la logique de vassalité. Le roi d'Arabie Saoudite, au lieu de féliciter l'Iran d'être parvenu au rang de puissance du seuil nucléaire et de commencer à maîtriser l'énergie atomique, c'est ce que je vous ai dit, le Quwwa Nawawiya, donc à une certaine capacité d'autodéfense, demande aux Américains non pas de neutraliser Israël, qui constitue une vraie menace dans la région avec un stock estimé à 200 bombes atomique, qui en plus est ennemi du monde arabe, mais de couper la tête du serpent en bombardant l'Iran. En gros, il dit que l'Iran, au lieu de féliciter l'Iran et de l'encourager, il demande aux Américains de bombarder l'Iran, alors que le vrai danger, c'est Tel Aviv. Et il poursuit. Alors qu'Israël a brisé le continuum stratégique arabe, le continuum stratégique, c'est-à-dire il s'est placé au milieu du monde arabe, l'instrumentalisation de l'islam comme arme de combat contre le nationalisme arabe et l'Union soviétique, deux petits points, certains imputent, c'est-à-dire attribuent la responsabilité aux Saoudiens d'avoir cherché à briser l'esprit nassérien. L'esprit nassérien, quels que soient les défauts de Nasser, au moins il avait une logique de rassemblement. Mais c'était une logique de rassemblement autocratique. Mais comme l'a rappelé le général Saad Eddin Chazli, واش قال باللي بدون حرية التعبير, sans la liberté d'opinion, on ne va jamais rivaliser avec les puissances occidentales, page 233, la liberté d'opinion. Tant qu'on mettra en prison des gens qui ont des opinions différentes dans les pays arabes, jamais on pourra combattre le sionisme ou le génocidaire Netanyahou. Voilà. Ceux qui veulent lire l'option militaire arabe, barakallahu fikum, tahiyat Jazair, wa Allah yarham shuhada.